Alors, Carole, tu es une habituée évidemment des rencontres de droit rural. J'ose même plus te présenter. Tu es actuellement directrice des affaires publiques chez Invivo, membre correspondante de l'Académie de l'agriculture, indispensable au bon fonctionnement de l'Association française de droit rural qui co-organise la manifestation. Et je dois dire que tu es une pionnière. Parce que tu nous alertes depuis de nombreuses années sur la nécessité de réorienter le droit rural vers le droit de l'environnement. C'est vrai qu'il y a des environnementalistes aujourd'hui, beaucoup qui s'occupent des questions agricoles, mais tout de même, il est sain que des spécialistes comme toi des sujets agricoles aient également une connaissance si fine du droit de l'environnement. C'est pourquoi nous t'avons confié la tâche redoutable, je dois bien en convenir, de présenter les différents instruments de décarbonation de l'agriculture française. Je crois que c'est ça le titre de ton intervention. Au fond, le label bas carbone n'est qu'un instrument parmi d'autres. Donc, si j'osais, je dirais, est-ce que tu as une recette pour ces éventuels conflits de loi? Je laisse à l'appareil. Eh oui. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que quand j'ai accepté d'intervenir, je pense que j'avais pas pris tout à fait conscience Ok, ça de marche bien, l'ampleur oui, de un la message. question, puisque le sujet, c'est bien les instruments juridiques de décarbonation de l'agriculture française. Voilà. Alors, j'ai pris ce sujet donc avec beaucoup d'enthousiasme et de curiosité pour bien voir que ce sujet de la décarbonation, en réalité, il est d'abord un petit peu plus vaste que le sujet du stockage de carbone, hein, puisque quand on parle de décarbonation, il faut voir l'agriculture à la fois comme émettrice de gaz à effet de serre, mais également comme solution, hein, puisqu'elle peut stocker ce carbone. Donc ça veut dire qu'il faut agir à la fois, hein, sur les deux volets, les émissions de gaz à effet de serre et puis le stockage de carbone. On a vu que dans le cadre de l'accord de Paris, on vient de le voir à l'instant, l'agriculture est embarquée comme l'ensemble de la société dans ce que l'on appelle la neutralité climatique. Et c'est à partir de cet objectif majeur de neutralité climatique que se construisent les différents outils, hein, juridiques de droit public que l'on a en ce moment sous la main, et en particulier la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée stratégie nationale bas carbone. J'aime bien le titre en entier parce qu'on est bien dans du développement, mais à faible intensité carbone. Je vous reparlerai de cette stratégie nationale qui prend bien en compte la spécificité agricole. Et c'est à partir, en fait, de cette stratégie nationale que l'on a mis en place le label bas carbone. Et on voit bien déjà qu'il y a une hiérarchie, hein, des normes, hein, qui s'instaure en ce moment entre les différents outils. Alors, cette décarbonation, comme je vous l'ai dit, elle suppose le stockage de carbone, mais également, elle suppose de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est là où on tombe sur le protoxyde d'azote, les engrais, et on tombe également sur le méthane, l'élevage. Et on voit bien, là encore, les deux volets de cette politique, hein, à la fois, on va dire, positive avec le stockage, et puis plus négative avec les émissions de gaz à effet de serre. Et l'idéal, évidemment, est de construire des outils qui vont bien dans ces deux directions. Et la question se pose aujourd'hui, effectivement, de savoir comment les différents instruments juridiques s'organisent entre eux, s'articulent ou pas, d'ailleurs, hein, entre eux. Et on voit bien avec alors le titre du sujet qui a été très bien choisi, hein, mon cher Hubert, de parler d'instruments juridiques, parce qu'effectivement, vous allez voir, hein, alors je vais faire ce que je peux dans le temps qui m'est imparti, c'est plutôt une énumération un petit peu à la Prévert, parce qu'on se rend compte qu'il existe aujourd'hui différents outils, différents leviers qui relèvent tous de la sphère juridique publique pour orienter l'activité privée des agriculteurs. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout face à un droit cohérent comme peut l'être le droit de l'eau, des déchets, des installations classées par exemple, hein. On est vraiment au début même de la construction de ce droit, mais on observe déjà la volonté de l'État en tant que gardien de l'intérêt général climatique, hein, puisqu'il y a urgence, hein. On observe bien la volonté de l'État d'intervenir et d'orienter très clairement une activité privée.
Et c'est ça qui est intéressant, et c'est toujours la même dynamique, hein, de voir comment un droit public va s'imposer à l'orientation d'activités dites de droit privé. Et on va retrouver dans les instruments juridiques utilisés en ce moment, eh bien, toutes les techniques juridiques qu'utilise l'État pour imposer finalement l'intérêt général. Donc on va retrouver des aides publiques, des taxes, la planification bien entendu, et puis de façon beaucoup plus innovante, on va retrouver des labels, et puis aussi un système d'affichage dit environnemental. Alors je ne ferai que présenter schématiquement toutes ces techniques, parce que j'ai pas le temps de développer, mais je laisserai ma communication. Et la finalité de cette démarche, on est bien d'accord, cher Hubert, c'est bien la dynamique de l'agroécologie, c'est-à-dire cette fameuse agroécologie, hein, que l'article L1 du Code rural définit très clairement, de façon d'ailleurs très, très précise, hein, en nous disant bien que cette agriculture, finalement, elle est embarquée dans la dynamique de la politique de l'alimentation et qu'elle doit contribuer également à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, effectivement, hein, et tu l'as dit, c'est ma marotte depuis des années, c'est de me dire, mais finalement, avec ces enjeux environnementaux et climatiques, qui sont considérés comme majeurs et qui imposent à l'agriculture d'aller vers cette évolution agroécologique, est-ce que finalement nous allons vers un droit de l'environnement encore plus fort parce qu'il sera justifié par cette urgence climatique, ou bien est-ce que le droit rural, avec un sursaut finalement, hein, va arriver aussi à prendre sa place et à exprimer les besoins également de ce monde agricole qui sont spécifiques. Et on voit bien aujourd'hui, et on le verra, hein, tout au long de la journée, cette recherche sur la contractualisation et comment est-ce qu'on aménage par exemple les baux ruraux. Alors, pour présenter schématiquement ces outils, je vais de temps en temps évidemment me référer aux évolutions européennes. Alors je pensais qu'elles allaient être présentées juste avant, mais elles ne le sont pas, c'est pas très grave. Je vais m'arranger avec ça. Donc dans une première partie, je vais vous présenter globalement, hein, les outils juridiques publics qui existent déjà pour orienter donc l'activité agricole dans un sens d'intérêt général. On verra la stratégie nationale bas carbone, le label bas carbone, mais je vous dirai 2 mots sur l'appel à projet Bon Diagnostic Carbone, qui sont des subventions publiques aujourd'hui qui sont disponibles pour les agriculteurs. Et dans une seconde partie, eh bien, j'aimerais vous présenter les outils, là encore, de droit public en préparation dans le cadre du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience. Tous les bons mots sont là, hein. Face à ces effets, présenté le 10 février 2020 en Conseil des ministres, c'est le prochain gros chantier du droit de l'environnement en particulier. Et là, je vous parlerai de taxes sur les engrais minéraux azotés et sur l'affichage environnemental. Bien entendu, il a fallu faire un choix, hein, parmi tous les outils disponibles, et je vous informe que de toutes les façons, tous les financements publics en particulier doivent aujourd'hui être réfléchis en fonction de cet impact climatique. Alors, si j'aborde la première partie, c'est-à-dire ces instruments juridiques qui existent déjà en faveur de la décarbonation de l'agriculture française. Je vous l'ai dit, je vais commencer par la stratégie nationale bas carbone qui a comme objectif la neutralité carbone. Ayez bien en tête qu'on est en train de construire une hiérarchie des normes parce que cette stratégie nationale bas carbone qui peut apparaître quand même comme... Alors, je vais le dire avec beaucoup de respect pour ceux qui l'ont écrit, bien entendu, hein, vous me connaissez. On est face à un document qui est particulièrement important. On peut croire qu'il y a beaucoup de philosophie, de réflexion, etc. Mais néanmoins, vous allez le voir, cette stratégie nationale comporte des orientations. Et ces orientations-là s'imposent à tous les documents de planification des pouvoirs publics qui interviennent en matière climatique. C'est-à-dire qu'on passe de ce que j'appelle le droit mou progressivement à du droit qui va être progressivement de plus en plus contraignant. Donc, les orientations politiques majeures et donc juridiques de demain, elles sont posées dans cette stratégie nationale bas carbone. Vous allez voir comment. Alors, tout d'abord, un point sur l'enchaînement des textes. Vous savez, j'aime bien parler de mécanique juridique. On a bien un accord de Paris donc, de 2015 qui vise la neutralité carbone avec une demande très claire, hein, puisque l'accord est contraignant, qui demande
aux pays qui ont signé d'élaborer des stratégies de développement à long terme à faible émission de gaz à effet de serre. Voilà l'origine de la stratégie nationale bas carbone. Il s'agit donc pour les États de planifier leurs efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Technique classique de planification depuis 1972, c'est la technique du droit de l'environnement à l'échelle internationale. Et là, dans cet accord de Paris, eh bien, il y a effectivement un accent qui est porté sur les fameux puits de gaz à effet de serre. Et c'est dans le cadre de cet accord de Paris qu'il est expressément demandé aux parties prenantes eh bien, de chercher la meilleure façon de renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre. Une fois que je vous ai dit ça, eh bien, la France, vous savez, qui est toujours très bonne élève, a dès 2015, en réalité, adopté sa première stratégie nationale bas carbone. Elle a, en outre, en 2017, et toujours sous, on va dire, la tutelle du ministère de l'écologie, 2017, elle a adopté son plan climat, qui lui aussi découle de cet accord de Paris. Puis en 2019, la loi du 8 novembre 2019, relative à l'énergie et au climat, qui a bien posé l'objectif de neutralité carbone dans notre droit, mais c'est dans le Code de l'énergie que nous retrouvons en fait les principes fondamentaux de tout ce droit qui tourne autour du carbone. Et là, à l'article L 100-1 du Code de l'énergie, on nous dit bien qu'il faut qu'une loi détermine tous les 5 ans les objectifs à atteindre, les priorités d'action de cette politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique. Je vous dis depuis le début, on est dans une dynamique d'intérêt général, mais on est même dans une dynamique d'intérêt général majeur, ce qui donne encore à l'État encore plus de légitimité à intervenir. À partir de là, construction juridique. Donc vous avez ce code de l'énergie qui vous dit qu'une loi va fixer ses objectifs. Et puis, il va falloir qu'il y ait des plafonds nationaux d'émissions de gaz à effet de serre qui vont être déterminés. Et ces plafonds nationaux, on les appelle budget carbone. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc on a plein de termes qui se surajoutent. Et puis, il faut également, nous dit ce code de l'énergie, l'adoption d'une stratégie nationale, la stratégie nationale bas carbone qu'on avait déjà adoptée. Mais nous, on aime bien faire ça, vous savez, on commence par des déclarations, après on fait du droit et on renvoie aux déclarations, enfin bref. Bon, à partir de là, et important de le signaler pour l'agriculture, vous voyez bien, l'article 100-2 du Code de l'énergie nous dit bien que l'État, dans le cadre de l'atteinte des objectifs, doit valoriser la biomasse. On a aussi ce volet-là dans la décarbonation de l'agriculture, valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d'énergie, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire, ainsi qu'en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. Et j'ai envie de dire que dans cet article, tout est là. Comment résoudre finalement l'ensemble de ces tensions entre d'un côté le climat, la production alimentaire, l'environnement et puis malgré tout la capacité de produire, la qualité des sols et donc pour nous la fertilité des sols. Une fois que je vous ai dit ça, vous dire également que la neutralité carbone est bien définie dans le Code de l'énergie. Là aussi, c'est important d'avoir ça en tête parce que c'est vraiment la finalité de toute la construction du droit public. La neutralité carbone, c'est entendu comme un équilibre sur le territoire national entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre. On retrouve là, effectivement, les gaz à effet de serre. Partant de là, alors je laisserai la parole à mes collègues de la Commission européenne. Évidemment, le New Green Deal est intervenu avec, là encore, des objectifs qui sont affichés de réduction de ces gaz à effet de serre. Et puis, la stratégie nationale bas carbone chez nous, que nous dit-elle?
de façon assez globale parce que j'aimerais arriver aux orientations. Retenez que cette stratégie nationale bas carbone, donc qui est assez conséquente, c'est en fait un système de planification pour arriver à organiser tous les efforts que devront fournir les différents secteurs d'activité en matière d'économie bas carbone. Et on est là aussi dans une réflexion autour de l'économie circulaire. Et c'est bien là aussi toute la complexité du sujet, c'est qu'on parle du carbone, mais on parle aussi beaucoup d'économie circulaire. On en reparlera avec l'affichage environnemental. Alors, cette stratégie nationale, elle doit tenir compte de la spécificité du secteur agricole. Elle doit veiller à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérite, naturellement produites par l'élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l'effort national d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Et voilà également la réflexion sur les importations. Et on retombe là sur une question de relocalisation de nos productions, souveraineté alimentaire. On fait le lien aussi avec le carbone sur ces sujets-là. Et puis, c'est l'article, alors j'ai oublié de vous le dire, c'est le L222-1 grand B du Code de l'environnement. On est bien passé là dans le Code de l'environnement qui nous précise qu'un décret va fixer la stratégie bas carbone et ce décret va également répartir par secteur d'activité et par catégorie de gaz à effet de serre les objectifs à atteindre. C'est donc le décret du 21 avril 2020 qui a validé la dernière stratégie nationale bas carbone et qui en même temps va fixer ces fameux budgets carbone. Donc ce sont des plafonds nationaux d'émissions de gaz à effet de serre, en particulier le méthane et le protoxyde d'azote. Globalement, on sait que la stratégie nationale vise une réduction de 18% des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole en 2030 par rapport à 2015. Alors, il faut bien comprendre que cette stratégie nationale, et c'est intéressant, elle dissocie bien le volet émissions de gaz à effet de serre du volet stockage. En particulier, tout ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, et c'est important pour moi parce que c'est un aspect qui n'est pas toujours bien pris en compte. En tout cas, le secteur agricole ne l'a pas encore tout à fait réalisé. C'est bien la fertilisation qui est concernée aussi et principalement. La stratégie nationale nous dit que les plantes ont besoin d'azote pour croître. S'il est possible d'en optimiser la gestion ou la forme d'azote utilisée et d'améliorer l'efficience des plantes, tout apport d'azote sur les terres s'accompagne forcément d'émissions de protoxyde d'azote dont il n'est pas possible de s'affranchir complètement. Donc, on est là face à une véritable question et vous allez voir après que je vais vous parler d'une taxe qui est proposée par le prochain projet de loi sur le climat. Alors, partant de ces grands objectifs, et j'essaie d'avancer assez rapidement, la stratégie nationale va fixer en fait des orientations. Alors, je le répète, par secteur, l'agriculture n'est pas la seule concernée, mais il y a évidemment un point particulier sur le secteur agricole. Et là, on va avoir 6 orientations, dont la première orientation qui est de réduire les émissions directes et indirectes de méthane, de protoxyde d'azote, en s'appuyant sur l'agroécologie et l'agriculture de précision. Voilà comment cette stratégie oriente les choses, en tout cas souhaite les orienter, ce qui va permettre, quand on parle de protoxyde d'azote, d'aller aussi sur le développement des légumineuses. C'est le plan national protéines. Optimiser l'usage des effluents d'élevage et autres fertilisants organiques pour diminuer l'usage des fertilisants minéraux et usage des engrais minéraux les moins émissifs. Aller vers des outils d'aide à la décision, vers des sélections variétales adaptées. On parle également semences. Tous les secteurs, de toute façon, sont touchés par cette dynamique. Et, j'y reviendrai, le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique, lui, a la solution et nous parle d'une nouvelle taxe sur les engrais, ce qui n'est pas tout à fait l'état d'esprit de la stratégie nationale bas carbone. Vous avez différentes orientations, l'orientation 4 en particulier, qui est là pour stopper le déstockage actuel du carbone des sols agricoles et inverser la tendance en lien avec l'initiative
4 pour 1000, et c'est là qu'on va nous parler effectivement de développement des pratiques culturelles agroécologiques favorables à la séquestration du carbone, mais ça, Monsieur Susana nous en a déjà parlé. Alors, moi, ce qui m'intéresse, évidemment, en tant que juriste, parce que j'essaie de faire un petit peu de droit dans tout ça, c'est la portée juridique de cette stratégie nationale bas carbone. Et elle a une portée juridique, et c'est ça qui m'intéresse, puisqu'il est indiqué à l'article L222-1 grand 3 du Code de l'environnement que l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas carbone dans leurs documents de planification à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Intéressant. Ça veut donc dire que les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, les schémas régionaux biomasse, par exemple, qui sont prévus par le Code de l'environnement, mais on peut aussi considérer que les documents d'urbanisme vont être concernés par cette prise en compte. Alors, d'un point de vue juridique, là encore, la prise en compte, c'est le lien hiérarchique le moins fort qui peut exister entre les différentes strates juridiques. On est très loin de la conformité entre les textes. On est dans la prise en compte. Alors le Conseil d'État nous a déjà expliqué que cette prise en compte signifie prise en considération, ne pas ignorer. Mais vous le savez, sûrement, il y a très peu de juristes dans l'administration, désolée de le dire, mais c'est la réalité. Donc, ce qui veut dire que les collectivités territoriales, mais l'État également, va prendre ce qu'il y a décrit dans la stratégie nationale tel quel et va le transposer dans ses documents de planification. Donc, on est très loin, à mon avis, on sera très loin de la prise en compte. On va plutôt être dans la conformité. Donc, ce qui est décrit dans la stratégie nationale aura de toute façon une portée juridique certaine. À partir de cette stratégie nationale, donc, découle le label bas carbone. Alors, il en a déjà été question. Moi, ce qui m'intéresse simplement, c'est de vous dire que cette compensation volontaire des émissions a bien été fixée par un décret du 28 novembre 2018 qui crée déjà ce label bas carbone. Ce qui m'intéresse, évidemment, c'est de vous dire que ce décret, il a été adopté, enfin mis en place par le ministère en charge de l'écologie. Oui, on a effectivement, du côté du ministère de l'écologie, la volonté d'intervenir fortement sur ce dossier carbone et en particulier le label bas carbone qui va inciter en réalité un mécanisme de compensation volontaire qui va permettre aux acteurs qui ne sont pas concernés par une contrainte sur leurs émissions de gaz à effet de serre, des particuliers, petites entreprises, collectivités locales ou bien des acteurs qui sont contraints mais qui souhaitent aller au-delà de leurs obligations réglementaires. L'idée étant bien d'encadrer en fait ce système de compensation d'émissions sur une base volontaire et de voir effectivement comment tout ça se décline jusqu'à la contractualisation avec les agriculteurs, mais aussi dans le cadre des filières et des marchés et de l'aval, ne pas oublier les filières dans cette réflexion, c'est essentiel. Je vous précise également que dans le cadre de cette dynamique a été lancé un appel à projet très récemment intitulé « Bon diagnostic carbone » à l'attention des exploitants agricoles qui viennent de s'installer, moins de 5 ans. Et cet appel à projet, qui est quand même bien doté, de 10 millions d'euros, va permettre de déployer au final le label bas carbone. Donc on essaie d'avoir un cercle vertueux. Ce n'était pas le cas à l'origine, mais ça a été rattrapé juste à temps. Donc l'idée, c'est qu'il y ait des structures qui accompagnent les agriculteurs pour réaliser des diagnostics de leurs émissions de gaz à effet de serre et regarder le potentiel de stockage de carbone de l'exploitation. Donc en fait, c'est une bonne base puisque il faut évidemment, à la base de tout ça, avoir des diagnostics qui soient appropriés aux exploitations et aux parcelles. Grand 2, j'ai peut-être encore 5 minutes, je ne sais pas, très rapidement. Les instruments juridiques qui sont en préparation. Alors, ces instruments juridiques, il y en a un quand même qui m'interpelle un petit peu plus que les autres. C'est cette idée d'aller taxer, en fait, les engrais minéraux azotés. Alors,
Les engrais, alors je dis toujours, sans vouloir choquer, que en gros les phytos c'est fait. Maintenant, il faut s'attaquer aux engrais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société, et c'est repris dans les grands textes, s'intéresse aux engrais, à leur utilisation. Ça commence par la communication de la Commission européenne du 20 mai 2020 intitulée « Une stratégie de la ferme à la table » pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement. Je cite le titre parce qu'en réalité, tout est dit. Et dans le cadre de cette proposition, en fait, puisque la stratégie n'est pas encore adoptée, il faut quand même bien l'avoir en tête, mais dans le cadre de cette proposition, il est proposé de réduire le recours aux engrais. Pourquoi ? Parce que la présence excessive de nutriments, en particulier d'azote et de phosphore dans l'environnement, due à leur utilisation excessive, est une autre source importante de pollution de l'air, des sols et de l'eau qui a des effets sur le climat. Voilà, on est là encore dans cette dynamique qui est climatique. Et la Commission vise une diminution du recours aux engrais d'au moins 20% d'ici à 2030. Ceci étant dit, nous avons eu la Convention citoyenne chez nous qui a décidé, dans le cadre de ses propositions, de faire muter notre agriculture pour une agriculture basée sur des pratiques agroécologiques, transformer le système agricole par l'innovation. Et là, il est bien indiqué qu'il faut que le système agricole soit basé sur des pratiques agroécologiques beaucoup moins émettrices de gaz à effet de serre et plus respectueuses de l'environnement. Et on y retrouve la volonté, là encore, de réduire l'utilisation des engrais azotés de synthèse, tout comme la réduction progressive des pesticides. Et là, la Convention citoyenne a proposé une taxe sur l'utilisation des engrais minéraux azotés. Je vous rappelle que le président Macron a bien indiqué qu'il allait reprendre sans filtre la grande majorité des propositions de la Convention citoyenne. Et effectivement, on retrouve dans le projet de loi qui va donc arriver là devant le Parlement au mois de mars, une taxe sur les engrais minéraux azotés, c'est-à-dire une taxe sur l'ammonitrate, les solutions azotées et l'urée, pour décourager l'utilisation des engrais. C'est-à-dire que c'est écrit noir sur blanc dans l'étude d'impact du projet de loi, la taxation des engrais constitue un levier complémentaire à activer. En accroissant le prix relatif des engrais, une redevance serait susceptible d'orienter les comportements non seulement vers des pratiques économes en intrants, mais aussi vers la transition vers l'agroécologie, offrant ainsi de multiples co-bénéfices pour l'eau, le climat, la biodiversité, etc. Alors, la taxe, je vous invite à lire l'article 59 du projet de loi parce que l'écriture est assez alambiquée. On voit bien que ceux qui ont écrit le texte étaient quand même assez ennuyés, mais en même temps, on le sait, cette taxe, elle va de toute façon passer parce qu'elle fait l'objet de différentes propositions dans les derniers projets de loi de finances. Donc ça a été repoussé jusqu'à maintenant, mais ça ne le sera pas dans cette loi de changement climatique. Et on voit bien que l'objectif, c'est bien de taxer l'ensemble de ces engrais minéraux azotés pour essayer d'orienter en fait les choix de l'agriculteur, allant jusqu'à doubler le prix de l'urée au final, par exemple, ce qui fait qu'on va, bon an, mal an, empêcher les agriculteurs de choisir la façon dont ils vont fertiliser leur sol. D'un point de vue juridique, et c'est là-dessus que j'aimerais insister, l'étude d'impact insiste sur le fait que le Conseil constitutionnel a déjà déclaré que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt généraux. Et on voit bien dans une dernière décision du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2020 que la protection de l'environnement en tant que patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle. On voit bien la gradation, en fait, de cet objectif environnemental. Alors, conclusion. Je vais conclure parce que sinon je vais voilà. Je ne vous parlerai pas de l'affichage environnemental et du One Score climatique, mais de conclure en vous disant que ce qui me frappe en fait dans tout ça, c'est qu'on voit bien qu'au nom de cette urgence écologique et climatique,
on voit la gradation, en fait, la montée en puissance de ce droit climatique, plutôt d'obédience droit de l'environnement, avec un projet de loi constitutionnelle qui veut compléter l'article 1er de la Constitution et qui nous dit bien « La République garantit la préservation de la biodiversité de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique », donc obligation d'agir pour l'État. Et la question que pose le Conseil d'État dans son avis qu'il a rendu là dernièrement sur le projet de loi, je te promets, j'arrête là-dessus, il nous dit ceci. Le gouvernement ne souhaite pas introduire une hiérarchie au sein des normes constitutionnelles, ni même instaurer un principe constitutionnel de non-régression de la protection de l'environnement. Principe que le Conseil constitutionnel a jusqu'à présent refusé de consacrer en l'état actuel de la Constitution. Pour autant, eu égard aux incertitudes qui pèsent sur les conséquences du projet de loi et dans le souci d'éclairer aussi bien le constituant que les juges appelés à mettre en œuvre ces nouvelles dispositions, le Conseil d'État recommande au gouvernement d'indiquer plus précisément dans l'exposé des motifs du projet les effets juridiques qu'il attend de la réforme, notamment, et c'est ça qui m'intéresse, sur la conciliation entre la préoccupation environnementale et les autres intérêts publics, assiste-t-on effectivement à une prédominance d'intérêts. Alors pour conclure, je dirais qu'il serait temps de remodifier l'article 1er du Code rural afin de reconnaître le caractère d'intérêt général de l'agriculture, parce que vous l'avez compris, en droit, il faut s'intéresser aussi à ce qui est d'intérêt général et ce qui ne l'est pas. Et pour l'instant, aucun texte, aucun code ne précise que l'agriculture est d'intérêt général. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez, on m'a installé un micro. C'est parfait. Ben, écoutez, merci bien. Si tu peux peut-être rester quelques secondes, j'avais juste une question à te poser. Merci pour ce panorama très riche, très complet. Et puis, de toute façon, on te lira... On lira tout ce que tu n'as pas eu le temps de dire à l'oral, on pourra le lire à l'écrit, il n'y a pas de difficulté. Tu es quand même, avec ta fonction chez InVivo, au contact des agriculteurs. Tu n'es pas obligé de répondre à ma question, hein. Tu as le droit également. Est-ce que ces nouveautés, je pense en t'écoutant sur l'utilisation des intrants et autres, je pense aussi à la question de la dissociation de la vente et du conseil qui du côté des produits phyto, impacte lourdement aussi le monde coopératif. Comment tu ressens, comment tu vois les agriculteurs réagir face à ces perturbations, enfin je ne sais pas s'il faut les appeler des perturbations d'ailleurs, ces évolutions qui vont extrêmement vite? Alors il y a deux choses, il y a les agriculteurs et puis moi je suis chez InVivo, donc je travaille avec les coopératives également. Ces évolutions, de toutes les façons, elles ne tombent pas du ciel. Ça fait quand même des années qu'on les voit venir. Donc là, notre volonté, c'est véritablement, en tout cas là, je parle pour InVivo, d'aller vers l'agroécologie d'un point de vue pratico-pratique. Alors pratico-pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire au final se préoccuper des revenus des agriculteurs. Du côté des coopératives, elles sont en demande aujourd'hui de pouvoir porter des solutions, des outils auprès de leurs adhérents pour justement les aider à passer ce cap. Parce qu'on parle de transition agroécologique, mais je dis toujours, ne nous leurrons pas. L'objectif, c'est l'agroécologie. On a un peu de temps peut-être pour le mettre en place, mais l'objectif, c'est bien celui-là. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc, aujourd'hui, on sent une volonté d'y aller, et c'est pour ça que je trouve que le colloque arrive au bon moment. La question se pose, moi, je suis fermier. Comment je fais Je signe un contrat, là on me dit, alors parce qu'il y a les agriculteurs. Mais peut-être les COP pourraient porter le projet au nom des adhérents et jouer un rôle essentiel, un peu comme courroie de transmission, on pourrait dire dans ce... Mais c'est l'idée. C'est pour ça que j'insiste sur les filières, parce que les agriculteurs tout seuls auront bien du mal à faire face à tout ça, parce qu'on l'a vu, c'est d'une complexité immense en réalité. Il faut actionner plusieurs leviers en même temps. Donc nous, on est accompagnateurs de tout ça, InVivo, les coopératives, c'est ça l'objectif. Et ne pas laisser les agriculteurs seuls, c'est impératif aujourd'hui. Tu as remarqué que c'était le thème de notre prochain congrès de l'Association française de droit rural sur l'évolution du droit coopératif. Donc nous aurons l'occasion. Je vais arrêter là.